vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau point lecture avec 2 lectures terminées et une en cours. C'est parti. On commence avec une de mes lectures les plus anciennes parmi les 3 que j'ai à vous présenter. Il s'agit donc de Inheritance Gain, écrit par Jennifer Lynn Barnes et publié aux éditions PKJ. J'ai vraiment adoré cette histoire, mais avant de vous donner mon avis, je vous fais un rapide résumé pour ceux qui ne connaissent pas ce livre qui est pourtant passé sur différents des tas de différentes chaînes YouTube, comptes Instagram ou comptes TikTok. On va suivre Avery, je me rappelais presque plus de son nom, Avery qui a vraiment d'assez bonnes notes en cours, enfin hyper travailleuse et tout, et elle souhaiterait plus que tout avoir une bourse pour rentrer à l'université de ses rêves, sauf que n'a pas forcément les moyens, fait la navette entre vivre chez sa sœur et dans sa voiture, surtout quand le copain de sa sœur est présent, vu qu'elle n'aime pas du tout la manière dont celui-ci les traite, elle ainsi que sa sœur. Et un jour va être convoquée dans son lycée, donc au bureau du proviseur, non pas pour quelque chose de mal qu'elle aurait fait, mais parce qu'elle est convoquée à la lecture d'un testament d'un célèbre millionnaire, enfin bref, quelqu'un qui a énormément d'argent et d'influence, qui donc serait décédé et a demandé à ce qu'elle soit présente à la lecture du testament, sauf qu'elle ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam et se demande bien pourquoi, qu'est-ce qu'il lui veut, enfin pourquoi elle n'est pas quelqu'un de plus proche. Et une fois arrivé là-bas, donc cet homme a une très grande famille, entre 2 fils, 4 petits-fils, plus je crois des amis proches et aussi surtout beaucoup de personnel, puisqu'il a vraiment un immense manoir géré par énormément de monde en même temps. Toutes ces personnes sont là et elle qui débarque un peu comme ça parmi eux alors qu'elle ne les connaissait pas du tout arrive aussi au milieu, donc tout le monde est un petit peu surpris. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va hériter de la plus grosse fortune. Quand je dis de la plus grosse fortune, c'est que ses proches, les véritables proches au niveau sanguin de ce monsieur, donc filles, petits-enfants, tout ça, vont avoir quelque chose, mais vraiment, j'ai envie de dire 3 fois rien par rapport à tout le reste qui est légué à Avery, qui pourtant n'a jamais eu à avoir affaire, ou en tout cas ne se rappelle pas avoir déjà eu affaire à ce monsieur, donc elle tombe un peu dénue. Et évidemment, ça va pas plaire à tout le monde, surtout que pour prouver sa légitimité dans le testament, Avery va devoir vivre sous le même toit que les 4 petits-fils, plus leur 2 mères, enfin la mère des 2 fils et sa sœur qui, elle, n'a pas eu d'enfant. Autant vous dire que ce ne sera pas de tout repos pour elle, et aussi donc pour entre-temps trouver le pourquoi du comment elle a été désignée dans le testament pour recevoir autant de choses. Je m'arrête là pour le résumé, j'espère qu'il n'a pas été trop brouillon. J'ai vraiment adoré cette histoire. On pourrait penser que qu'avec un genre de couverture comme celle-ci, on aurait affaire à quelque chose d'assez proche de ce que je lis habituellement, c'est-à-dire du fantastique, etc. Sauf que pas du tout. En fait, comment je peux dire, c'est une histoire réelle, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a rien de vraiment magique ou vraiment fictif ou quoi, mais on est vraiment sur une ambiance de jeu d'énigmes, de certains indices justement sur le passé de ce monsieur pour savoir le pourquoi du comment et tout ça. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que j'ai dévoré en très peu de temps ce premier tome qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai vraiment adoré chaque personnage à sa manière. Bon, certains peut-être des 4 petits-fils peut-être un petit peu plus crâneurs les uns que les autres, donc ils m'énervaient un petit peu, certains, notamment je crois Jameson, celui qui est le plus proche de Avery, qui se prend un peu pour le clown de service, mais quand on apprend à le connaître, c'est finalement quelqu'un de très gentil. Et non, tout simplement, j'ai adoré, je vous le recommande à 1000% si vous ne l'avez pas encore lu, et hâte de connaître du coup la suite dans le tome 2 très prochainement, je l'espère. On poursuit donc avec Irrésistible Attraction de Simone Elquiles, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc c'est le tome 2 de Irrésistible Alchimie, dont je vous avais parlé déjà dans, je crois, bien des vidéos en arrière.
On va suivre cette fois-ci le frère de Alex, donc le protagoniste masculin principal qu'on avait dans Irrésistible Alchimie. Cette fois-ci, on va suivre son frère Carlos qui sèche les cours, est vraiment l'ado rebelle par excellence, qui va avoir un jour des problèmes avec la justice, je ne vais pas vous dire lesquels évidemment, et va donc se retrouver à vivre dans une famille d'accueil, mais pas n'importe laquelle, la famille d'accueil de l'étudiante qui s'était proposée, enfin l'étudiante, la lycéenne, qui s'était proposée d'être sa guide le premier jour de classe quand il est arrivé tout droit de Chicago à Los Angeles, il me semble. C'est marqué nulle part où il venait, mais en tout cas, il s'est déplacé de Chicago pour venir dans je ne sais plus quel autre état des États-Unis. Il l'a pas bien pris du tout parce que ça le rendait séparé de sa mère, de son frère, de ses amis, de tout ce qu'il connaissait. Mais soi-disant, c'était mieux pour lui, en tout cas d'après sa mère, par rapport à, voilà, à la manière dont les Mexicains sont vus par d'autres gangs, etc. Justement pour qu'ils ne trempent pas dans le même gang qu'Alex. Donc c'est pour ça qu'au départ, il est allé habiter donc, chez Alex, son frère. Et suite à ces problèmes justement liés avec la justice, a dû habiter en famille d'accueil dans la famille donc, de cette fameuse lycéenne qui s'appelle Chiara et qui s'était proposée d'être sa guide le premier jour au lycée, sauf que ces deux-là ne peuvent pas se piffrer. Elle est aux antipodes de ce que Carlos aime de base chez les filles, donc mince, le physique parfait de la fille rêvée, top modèle, tout ce que vous voulez. Elle répare les voitures, elle s'habille de façon masculine, elle a toujours les cheveux attachés, tout ça. Et en partie pour cette raison-là, mais surtout à cause de pics verbales ou de la manière dont il est avec elle, tout ça, ils ne peuvent pas se voir en peinture et vont devoir apprendre à cohabiter ensemble. Et Carlos ne va pas être du tout réceptif par rapport à ça, va même devoir suivre un programme de protection pour aide aux jeunes en difficulté, donc avec des problèmes de drogue, etc. Et ça va pas se passer super bien, forcément, de premier abord, jusqu'à ce que des choses se passent. Enfin bref, je sais pas trop, je sais jamais avec les romances, je sais jamais comment terminer un résumé pour donner envie, mais sans pour autant trop en spoiler, vous voyez. Donc je vais essayer de m'arrêter là, je m'excuse déjà si le résumé est assez brouillon. Dans tous les cas, comme je vous l'ai toujours dit, chaque livre aura son résumé en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller du coup checker si ça peut vous intéresser. Moi j'ai bien aimé personnellement cette histoire, mais je lui ai quand même mis sur Instagram la note de 3 ou 4 sur 5, enfin c'était pas un 5 sur 5 dans la mesure où l'histoire est sympa, mais voilà, il y a des choses qui sont un petit peu courues d'avance, et même la romance n'est pas forcément mon premier style de prédilection. Mais ce qui m'a le plus dérangé au départ, c'était même si au fil des pages on comprend le pourquoi du comment, c'était vraiment les réactions de Carlos par rapport à tout ce qu'on tentait de faire pour lui pour ne pas qu'il soit réexpulsé chez lui ou mis en prison pour ce qu'il avait fait pour les problèmes qu'il avait eu avec la drogue, tout ça. On lui offre une famille sur un plateau, on l'accueille dans un nouveau lycée, on fait tout pour qu'il s'intègre au mieux possible. On lui offre de l'aide avec ce programme de soutien. On fait vraiment tout pour lui et il est dans l'ingratitude quasiment non-stop, mais vraiment ingrat, vulgaire, limite méchant des fois. Enfin, ce que je vous dis là, c'est ok, même si au fil des pages on comprend le pourquoi du comment, que voilà, tout ça, j'ai vraiment eu beaucoup de peine avec ce genre de personnalité. J'avais souvent envie de le baffer, de dire mais ça va, tu peux pas parler comme ça en fait. Et donc c'est juste ça qui m'a un peu dérangée. Mais sinon globalement, le reste des personnages est assez attachant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Chiara qui voilà, ne se laisse pas faire, qui a aussi un handicap d'un certain côté, mais je ne vais pas vous dévoiler lequel évidemment, mais qui arrive, ma foi, à essayer de vivre avec cet handicap, qu'il l'accepte, même si c'est loin d'être évident tous les jours. Bref, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était abordé, et les autres personnages sont aussi très attachants. Enfin bref, la plume de Simone Elchiles, pour moi, c'est le deuxième tome, donc j'avais lu d'elle seulement le premier tome de Irrésistible Alchimie. La plume de Simone Elchiles est très
addictive, très fluide. C'est un plaisir de la lire. J'espère pouvoir lire d'autres livres d'elle dans quelques temps, pourquoi pas. Mais au niveau de la plume, tout ça, l'histoire est très très bien amenée, très bien écrite. Et c'est justement de ce de ce que certaines personnes ont pu me dire dans mon entourage, que justement, si j'avais autant de peine avec le personnage de Carlos, c'était que l'histoire était bien écrite. Donc je confirme, c'est bien écrit. Mais voilà, donc pour moi, ça ne l'a pas fait plus que tant. Mais si vous aimez vraiment justement ce côté un peu bad boy qui déteste les règles, vit selon ses propres décisions seulement, et que ça, vous allez passer un agréable moment. En tout cas pour moi, ça l'a moyennement fait, mais je vous la recommande si pour vous, ça pourrait être le cas. Et on termine cette vidéo avec ma lecture en cours. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne, écrit par Tidji Clune et publié aux éditions de Saxus. Ça faisait une éternité que j'en avais entendu parler sur les différentes chaînes Booktube, BookTok et Bookstagram. Pour l'instant, c'est une pépite. J'adore cette histoire. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi elle parle, on va suivre Linus Baker, qui est comment on pourrait appeler ça de manière simplifiée, une sorte comment dire, d'inspecteur des orphelinats magiques, afin de s'assurer que tous les enfants au pouvoir magique, donc qui sont censés être dans cet orphelinat, soient bien traités et un bon développement, et n'aient pas à s'inquiéter, justement, je me répète, mais de maltraitance, de se coucher le ventre vide, qu'on leur fasse du mal, etc., etc. Les mots ont l'air de se ressembler un peu, mais j'ai pas tellement d'autres termes sous la main. Pour justement voilà, contribuer au mieux à leur bien-être, et faisant ensuite des rapports auprès du ministère de la jeunesse magique, donc là où ils travaillent, pour ensuite que l'État, entre guillemets, dans lequel sont comment dire, sont classés, évolués, enfin ce que vous voulez, ces orphelinats magiques, et bien pour après décider si ces orphelinats peuvent continuer à exister, ou bien s'ils doivent mettre la clé sous la porte. J'espère que vous m'avez quand même suivi. Et donc là où j'en suis, donc le but principal la clé de l'histoire est que donc ce Linus Baker, qui a travaillé pendant 17 ans à faire le tour des orphelinats afin d'inspecter la manière dont ils sont traités, leur capacité magique et tout ça, va être amené à habiter pendant un mois sur justement l'île de la mer céruléenne, où se cache cette maison avec des enfants apparemment encore plus particuliers que ce qu'il a l'habitude de voir, et doit absolument donner un rapport des plus, je sais pas comment on peut dire, authentique sur ce qu'il a observé de cet orphelinat, et n'oublier aucun détail, qu'il soit positif ou négatif, pour prouver si cet orphelinat est vraiment bien ou mal. Et il paraît qu'il ne va pas y voir, il ne va pas forcément en ressortir indemne, de ce que j'ai compris. Et pour l'instant, j'adore cette histoire, c'est une pépite. Elle se lit hyper facilement, chaque personnage est hyper intriguant. J'aime beaucoup le personnage de Linus Baker, parce que même s'il a l'air comme ça, un petit peu du gars qui se laisse facilement faire, qui n'a rien d'autre dans sa vie justement que d'avoir un travail qu'il n'aime pas forcément parce qu'il est mal vu de sa patronne, etc. Et de simplement passer sa journée entre boulot, dodo et s'occuper de son chat, bah je sais pas, il me fait quand même l'effet d'une personne qui arrive à simplement, même s'il n'est pas forcément très bien dans sa vie, à profiter quand même de l'instant présent, à se laisser assez porter. Et j'ai hâte de savoir ce que va donner son expérience au milieu de cette maison à laquelle il est en train d'arriver au moment où je vous parle, donc les derniers passages que j'en ai lus pour l'instant. Donc je me réjouis de vous en reparler dans un prochain point lecture d'ici quelques temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!